Bonjour tout le monde. En fait, je suis bien heureuse de vous voir, même si je ne vous vois pas aujourd'hui. On a quand même un beau groupe là, de personnes présentes. Hem, Normalement, on fait nos activités, comme vous le savez, en février, dans le cadre du mois de la sensibilisation à la mérule pleureuse. Exceptionnellement, cette année, on a débordé en mars. Pourquoi avoir débordé? En fait, c'est parce que, on trouvait que l'activité d'aujourd'hui était tellement importante qu'il fallait la faire même si on n'était pas dans notre mois d'activité. L'idée, en fait, nous est venue parce qu'il y a encore beaucoup de fausses informations, mauvaises informations qui circulent sur la mérule pleureuse et il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la mérule pleureuse. Donc, les inspecteurs en bâtiment ont un rôle qui est très important au niveau de la détection du champignon et au niveau de l'information qui est donnée, aux clients et aux personnes présentes lors de l'inspection. Donc, pour réaliser cette activité-là, on a cherché quand même un bon petit moment et on a fini par trouver la personne idéale pour, offrir cette activité-là. En fait, c'est madame Isabelle Fleury. Elle a plusieurs chapeaux. En fait, elle est formatrice, elle est inspectrice en bâtiment et elle est enseignante en technique d'inspection en bâtiment au cégep Beauce-Appalaches. Donc, c'est vraiment la personne qu'il nous fallait pour animer l'activité. On va avoir quand même beaucoup de contenu aujourd'hui. Donc, on peut prendre quelques questions en cours de route. Si jamais il y en a trop, notez-les, puis on reviendra peut-être à la fin. Là, on aura une période de questions, un petit peu plus longue et ce ne sera pas grave là, si on va dans différentes directions à ce moment-là. Sachez que, cet après-midi, je vais vous envoyer le PDF de la présentation de madame Fleury, donc vous allez l'avoir en tout temps et les liens vont être actifs. Puis l'enregistrement, vidéo viendra là au cours des prochains jours. Donc sans plus tarder, je pense que je vais immédiatement, céder la parole à Isabelle Fleury, puis on va débuter. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'animer cette activité-là. Je vais vous partager mon écran, comme ça va être plus facile. Donc, au niveau de la mérule, moi, j'ai eu à faire face à un cas, justement, là, au début, quand j'ai commencé à faire de l'inspection. Et puis, je m'étais renseignée sur cet élément-là, les risques et tout. Puis avec l'invitation de Marie-Hélène, c'est le fun parce que j'ai pu continuer à faire mes recherches justement pour voir si la situation avait changé, comment ça l'avait évolué. Comme Marie-Hélène disait, c'est vraiment méconnu les impacts et souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ont des idées préconçues, justement. Je vais avoir un petit jeu avec vous pour voir les idées préconçues que vous avez sur la mérule pour, par la suite, après ça, aller justement vous donner plus d'informations sur le sujet. Donc, ça se veut une session d'information. Je vous encourage fortement à la fin de la présentation, comme Marie-Hélène disait, il va y avoir des liens qui sont actifs que vous allez pouvoir aller cliquer dessus pour en savoir plus. Et c'est vraiment quand même très intéressant de voir qu'on n'est pas les seuls aux prises avec cette problématique-là. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Je vais vous parler un petit peu de ce champignon. OK, c'est quoi la mérule pleureuse? On va faire la petite activité. Je vais vous parler des différents stades de croissance aussi de la mérule. Donc, en tant qu'inspecteur en bâtiment, souvent, on va peut-être la voir à différents stades et elle pourrait être d'un froid mal identifié. On va parler des milieux à risque. Donc, à quoi porter une attention plus spécifique lorsqu'on fait l'inspection, donc être le plus vigilant possible dans certains milieux. C'est quoi votre responsabilité? On va faire le lien aussi avec la norme de pratique BNQ 3009-500. Les solutions qui sont possibles pour traiter et réhabiliter le bâtiment. Une petite conclusion des documents de référence et votre période de questions. Mais comme Marie-Hélène disait tantôt, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les écrire dans le chat aussi. On va essayer de leur répondre au fur et à mesure.
Donc, la première chose qu'on va faire ensemble, c'est regarder c'est quoi exactement la mérule pleureuse. Il y a plusieurs types de mérules, mais on va parler spécifiquement aujourd'hui du Serpula lacrymans. C'est originaire d'Asie. OK? Les premiers cas euh, ont été recensés au Québec là, selon Ressources naturelles Canada en 1947. C'est un champignon qu'on appelle de type lignivore. Donc, pour parler d'un peu d'informations plus techniques, de l'embranchement des basidiomycètes, qui sont des champignons à chapeau sans pieds visibles. Donc, ce que ça fait, ce champignon-là, c'est que ça se nourrit des nutriments qu'on retrouve dans le bois. Et quand le bois, justement, est atteint par ce champignon-là, ce que ça fait, c'est que ça lui fait perdre ses capacités, ses propriétés mécaniques et structurelles. Ça se développe quand même à une température très variable, là, entre 5 et 26 degrés Celsius, souvent dans des endroits mal ventilés, peu fréquentés, comme justement combles, vides sanitaires et endroits restreints de ce type. On va en parler un petit peu plus longtemps tantôt aussi. Sa vitesse de croissance, elle aussi, elle varie tout dépendant des conditions de l'apport en eau, donc de 1 à 4 mètres par année. Selon le type de bois également, ça peut des fois être confondu avec des moisissures, d'autres types de champignons et même de l'efflorescence, tout dépendant de son stade de développement. Mais quelque chose qui est important, par exemple, c'est que selon l'Institut national de santé publique du Québec, contrairement aux autres types de moisissures ou champignons, elle n'est pas néfaste pour la santé des occupants. C'est sûr que certaines personnes qui sont hypersensibles ou polysensibles, donc qui ont plusieurs allergies, pourraient ressentir quand même des réactions de type allergique, là, comme des allergies saisonnières. OK? Donc, avant d'aller plus loin, on va regarder déjà qu'est-ce que vous connaissez. Je vais vous faire participer à un petit jeu. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Là, attendez un petit peu. J'essaie de réouvrir le chat. Je ne suis pas très, très habituée avec cette plateforme-là. Je vais vous le mettre à l'écran. Donc, on va commencer. Hein, c'est pas bien, bien grave. C'est vraiment juste un petit jeu pour valider vos idées préconçues sur la mérule. Donc, c'est plusieurs petites questions là, sur ce qu'on est habitué d'entendre justement, que ce soit lors de l'inspection, qu'est-ce qu'on lit dans les rapports d'inspection et les commentaires en général. Donc, la première question, est-ce que la mérule a toujours un ton jaune ocre au centre avec le contour blanc? Donc, il est facile à distinguer par ses particularités. Est-ce que c'est vrai, bleu ou faux, rouge? Donc, c'est effectivement faux. Selon son stade de développement, il peut, comme je disais tantôt, peut-être être confondu des fois avec de l'efflorescence. Donc, un petit tableau en attendant. C'est ceux qui répondent le plus rapidement avec la bonne réponse qui vont se retrouver au top du classement. Petite compétition. La mérule est présente dans les vides sanitaires seulement. Est-ce que c'est vrai, bleu, faux, rouge? Donc, c'est effectivement faux. On parle d'endroits qu'on a peu de luminosité, pas de ventilation, des endroits peu fréquentés. Donc, ça peut être les vides-toits, par exemple, des endroits qui ont un apport en eau qui sont fermés. Je vais vous parler des situations particulières tantôt. Donc, kudos à vous qui avez tous eu la bonne réponse.
La mérule peut être observée sur la maçonnerie et le béton, pas seulement sur le bois. Est-ce que c'est vrai? Bleu, faux, rouge. Donc, c'est vrai. Hein, selon son stade de développement, elle est capable justement de pouvoir parcourir le béton et la maçonnerie pour aller se chercher ces nutriments qu'elle a besoin et rejoindre d'autres bâtiments, par exemple les bâtiments mitoyens ou d'autres parties du bâtiment pour aller se nourrir. La mérule ne produit pas de spores, elle se propage seulement par ses racines. Est-ce que c'est vrai? Bleu, faux, rouge. C'est faux, effectivement. Elle produit des spores qui, des fois, peuvent être transportés aussi par les activités de l'humain en dessous de nos souliers, à travers la ventilation d'un bâtiment à l'autre, les fenêtres ouvertes, si on a les bonnes conditions pour qu'elles puissent justement croître aux autres endroits également et les retrouver dans la nature aussi. Il y en a plusieurs qui aiment la compétition. On voit que ça répond vite avec les bonnes réponses. La démolition est souvent inévitable en présence de mérules. Est-ce que c'est vrai? Bleu, faux, rouge. Ah là, on n'est pas loin du moitié-moitié. Euh, c'est effectivement pas nécessairement toujours la solution à envisager. Il y en a plusieurs autres. C'est sûr qu'on parle de quand même de gros coûts pour bien traiter le bâtiment et le réhabiliter, mais ce n'est pas la seule option possible. Donc, on va en parler tantôt quand on va parler de ne pas affoler trop nos acheteurs non plus quand on fait l'inspection pré-achat. La mérule est seulement présente dans les bâtiments anciens, donc les vieux bâtiments. Est-ce que c'est vrai? Bleu, faux, rouge. C'est effectivement faux. Hein. On peut retrouver ça sur des bâtiments plus récents, les fameuses solives de rive et les jonctions de balcons. En autant qu'on ait les conditions et que le champignon soit déjà à son endroit, ça peut être retrouvé sur des bâtiments quand même récents. Hein, donc, vous avez quand même pas trop d'idées préconçues qui étaient fausses. C'était super bien de voir ça. Je vous dirais même surprenant. Marie-Hélène va être contente aussi. Hein, donc, c'est vraiment le fun de voir ça. Ça veut dire que vous vous êtes informé aussi sur ce type de champignons-là. Donc, on va regarder justement les éléments qui sont liés aux réponses que vous avez fournies. Premièrement, au niveau des stades de croissance de la mérule, il y en a trois grands stades. Donc, on parle de... Attends un petit peu. euh, donc, on a le premier stade qui est la formation d'if. OK, ça fait comme un voile blanc ou gris cotonneux. On appelle ça le mycélium. C'est là qu'il peut être confondu souvent avec des moisissures de l'efflorescence. C'est souvent caché, par exemple, à ce stade-là. Donc, ça commence à croître derrière les matériaux, hein, où on a justement de l'ombre, qu'on a un apport d'eau et qu'on a un endroit peu ventilé, que ce soit, par exemple, sous un balcon de béton où on a laissé le coffrage et on a refermé le plafond. Le deuxième stade,
qui sont les sirotes ou les cordons mycéliens. Donc, c'est des cordons blancs, gris ou jaune ocre. C'est à ce moment-là qu'il peut transporter les nutriments sur plusieurs mètres, incluant sur le béton et la maçonnerie. Et notre troisième stade, quand on est rendu au sporophore ou basidium, ça fait une structure en forme de crêpe. Lui est un petit peu plus difficile à manquer au niveau de l'inspection pré-achat ou des entretiens réguliers que les propriétaires vont faire sur leur bâtiment. À ce moment-là, il va disperser ses spores dans l'environnement. Donc, par exemple, s'il y a un voisin là, chez lui et que vous, chez vous, vous avez les conditions pour qu'il se développe en laissant les fenêtres ouvertes, par exemple, je ne veux pas vous affoler, ça peut justement affecter votre bâtiment également. Donc, petite question pour vous, peut-être dans le chat, je vais l'ouvrir. Comment vous êtes capable de savoir si vous êtes en présence d'efflorescence ou d'une moisissure ou d'un champignon pour ceux qui sont peut-être plus habitués? Hein, l'odeur, la lumière, la texture. Ah, l'efflorescence part avec l'eau. Hein. L'efflorescence va se dissoudre dans l'eau. Donc, la texture aussi, hein? N'oubliez pas que quand on fait l'inspection, on y va avec justement le toucher. Hein? Ce n'est pas juste notre sens de l'observation, on y va avec le toucher. On y va justement avec les odeurs. Et s'il vous plaît, il y a un seul sens qu'on devrait jamais utiliser en inspection, qui est le goûter. Donc, je vous présente ici, c'est une de mes Photoshop que j'utilise souvent dans mes formations. Donc, c'est un exemple de milieu qui est très, très, très propice au développement de la mérule. Donc, on a toutes les conditions qui sont rassemblées ensemble. Donc, beaucoup d'eau. Hein. On peut voir justement que, basé sur les composantes, là, on voit que le niveau d'eau est habituellement à cette hauteur-là, dans ce vide sanitaire-là. On a peu de luminosité, peu de ventilation. On a du bois qui est très propice justement. Donc, la mérule va venir se nourrir des nutriments qu'on retrouve à l'intérieur du bois. C'est justement le cas qui m'avait fait chercher un petit peu plus loin au niveau de la mérule il y a plusieurs années. C'est un bâtiment qui a été détruit depuis, malheureusement. Euh, Mais c'est un environnement aussi qu'il faut faire attention parce que ça pose des risques aussi au niveau de la santé et la sécurité pour l'inspecteur. Donc, euh, on ne doit pas mettre notre santé et notre sécurité en jeu, hein, en plus de nos vêtements, du risque de pouvoir transmettre certains éléments. On a aussi les risques d'électrocution. Regardez les fils électriques qui s'y retrouvent. Fait que c'est là que on va peut-être s'équiper hein, d'une perche qu'on va mettre notre caméra au bout pour, à partir de notre point d'accès, pouvoir venir prendre le plus de photos possible, mais sans mettre votre santé et votre sécurité en jeu. Très, très, très important. Celle de vos acheteurs aussi. Hein, des fois, on est un petit peu aventureux dans ce type de situation-là. On ne veut rien manquer. Souvent, avec la perche, on va être capable justement de pouvoir aller prendre le plus de photos possible. À quel stade de développement, selon vous, on est rendu sur celle-là? Le premier, le deuxième ou le troisième stade? Donc, on ne voit pas encore la forme de crêpe avec nos spores au centre, avec le ton jaune ocre. Donc, on est à notre deuxième stade au niveau de son développement.
Donc, les milieux les plus à risque où on va avoir ce type de champignons et les autres champignons et moisissures d'ailleurs, on parle de nos vides sanitaires qui sont fermés, non ventilés, des caves de service, hein, des fondations de bois, des vides sous toit qui ne sont pas ventilés ou mal ventilés, des structures en carré de madrier, pièce sur pièce, où on va avoir un apport d'eau, comme par exemple, justement, une brique à l'extérieur. On va avoir des infiltrations d'eau sur le bord des fenêtres, les fameuses salles de bain avec fenêtres dans l'enceinte de la douche. Et on va avoir nos matériaux qui sont fermés, qui ne sont pas ventilés, qui n'ont pas de luminosité. Si le champignon, les spores étaient présentes, ben, on peut avoir la formation justement de la mérule. Et tout autre endroit similaire qui va être vraiment pauvre en lumière, en ventilation, mais toujours avec un apport en eau. Hein, on n'oublie pas non plus le risque que ça peut causer quand on a des bâtiments mitoyens. OK? Dans son deuxième stade avec les fameux cordons, il va pouvoir voyager sur plusieurs mètres à travers la maçonnerie et le béton pour se ravitailler en eau et en nutriments. Donc, plus précisément, ça va être aux endroits où tous les éléments euh, qui peuvent augmenter sa teneur en eau. Donc, on va porter une attention particulière en inspection aux bâtiments dont le drainage est inadéquat, où on a des fissures, des ouvertures dans la fondation, l'absence d'imperméabilisation à l'extérieur, mais la présence d'isolation ou d'étanchéisation à l'intérieur, des percements dans l'enveloppe, hein, la solive de rive et nos fameux balcons, les contours de fenêtres. Quand le niveau d'implantation du bâtiment est plus bas à comparer au bâtiment adjacent ou par rapport au terrain adjacent, la présence de nappes phréatiques élevées ou de nappes perchées, hein, on sait qu'au Québec, la plupart des bâtiments, ben, pas la plupart, mais de beaucoup de régions sont sur la glaise, hein, où on a une teneur en eau quand même assez élevée. Ceux qui ont passé à travers, par exemple, les inondations le 9 août dernier dans la région de Montréal, hein, il y a beaucoup de gens qui ont voulu reconstruire rapidement pour retrouver leur espace de vie et qui n'ont pas nécessairement corrigé les causes qui ont créé la problématique, ce qui fait que l'apport en eau est toujours là. On a refermé, hein, c'est des conditions idéales justement pour le développement de ce champignon et d'autres moisissures, bien sûr, parce que ça prend vraiment pas beaucoup d'eau pour que la mérule se reproduise et continue à grandir. On parle justement d'une teneur en eau de seulement 26 qui est suffisant pour favoriser sa croissance. Donc, basé sur ces éléments-là, c'est pour ça qu'on mentionnait tantôt que ce ne sont pas juste des risques qui sont associés à des bâtiments âgés. On peut retrouver ces problématiques-là sur des bâtiments plus récents également. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être vigilant lors de l'inspection? Donc, on vérifie bien sûr tous les éléments qui sont à risque. Hein, quand on fait l'inspection de l'extérieur, on reste attentif à, à nos problèmes de drainage, donc tous les éléments qu'on a vus dans la page précédente. On va venir sonder les éléments qui sont dégradés, hein, un pic, un poinçon, un tournevis pour vérifier l'état du bois, parce que quand la mérule va affecter le bois, étant donné qu'elle enlève de ses propriétés mécaniques et structurelles, on va avoir de l'effritement justement du bois parce qu'il vient perdre ses fonctions. On peut aussi vérifier le taux d'humidité ambiant
et celui des matériaux sur place. Donc, un bon indice quand on arrive dans un vide sanitaire, c'est de voir l'eau perler sur les fils électriques. Hein. On peut voir les signes de condensation. Comme par exemple ici, on peut voir qu'on a une teneur en eau quand même assez importante. On voit que le sol est constamment mouillé et ça combine aussi des éléments qu'on a vus tantôt, comme l'isolation à l'intérieur des fondations, peu de luminosité. On peut aussi soulever l'isolant en nappe de la solive de rive aux jonctions des balcons quand c'est accessible pour vérifier si on n'aurait pas justement la présence de ce qui peut ressembler à des moisissures ou des champignons. On va vérifier plus attentivement aussi les pourtours des isolants qui sont en panneaux sur les murs de fondation aux endroits justement où on a des problématiques avec l'eau. Donc, on fait toujours le lien entre ce qu'on a observé à l'extérieur et ce qu'on observe à l'intérieur. On peut regarder aussi des fois, il pourrait avoir des poussières de type orangé sur les surfaces adjacentes. Ça serait nos spores qui pourraient justement avoir commencé à voyager. Donc, on reste attentif à ces petites poussières-là qui pourraient être de cette couleur-là. Des fois, on peut voir ça sur les plaintes électriques, on peut voir ça sur les planchers, sur les comptoirs. Il peut en avoir déjà un petit peu partout. Donc, restez attentif à ces petites poussières orangées-là. Une bonne pratique serait de parcourir les combles dans les deux sens. Donc, on y va dans le sens horaire et dans le sens anti-horaire et porter une attention aux contours et aux risques qu'on a identifiés à l'extérieur. Une autre bonne pratique est de vérifier l'état sommaire des bâtiments mitoyens, hein, bâtiments adjacents, ceux qui sont en état de décrépitude un petit peu plus avancé, où on voit que l'entretien a été négligé. Il y a aussi tous les changements récents ou les rénovations qui ont été faits au bâtiment, comme l'ajout d'isolation. Euh, on sait qu'on a beaucoup de programmes pour améliorer l'efficacité énergétique, mais il faut faire attention parce que des fois, on va utiliser un nouveau matériau sur un vieux bâtiment, ce qui va venir changer la dynamique du bâtiment. C'est difficile pour des consommateurs, des fois, de séparer le vrai du faux. Les entrepreneurs vont proposer des solutions, ce qui fait bien du sens, mais est-ce que c'est une solution qui vient adresser le bâtiment basé sur son âge, les autres matériaux de construction qui sont là? Ce qui fait que des fois, un bâtiment n'avait pas de problématique, mais parce qu'on est venu faire des modifications à sa dynamique, on vient créer un problème où il n'y en avait pas et on vient justement créer des endroits propices au développement de la mérule pleureuse. Donc, partout, n'oubliez pas aussi que tout ce qui est l'eau se transfère aux matériaux par capillarité. Donc, le bois en contact avec le béton, en contact avec la maçonnerie, qui est en contact avec un milieu extérieur. Donc, l'eau va traverser les différents matériaux et va venir justement transférer son eau aux matériaux qui sont poreux à l'intérieur par capillarité. Il faut se rappeler aussi que si le bâtiment est propice au développement de la mérule, ben, il va l'être aussi pour les autres types de champignons et de moisissures. Donc, c'est quoi nos responsabilités en tant que professionnels quand on est impliqué à l'intérieur, que ça soit de l'inspection du bâtiment, de la construction, de rénovation aussi? Hein, on le dit, c'est méconnu des consommateurs, mais c'est aussi méconnu des entrepreneurs, des propriétaires, des inspecteurs. La nouvelle norme de pratique BNQ 3009-500 en page 14, justement,
dit que l'inspecteur en bâtiment doit porter à l'attention du requérant les signes pouvant notamment laisser présager la présence potentielle de moisissures ou de champignons, entre autres. Donc, tous les endroits que c'est plus propice que je vous ai mentionné tantôt. Donc, c'est très important de faire le tour de ces endroits-là. Hein, des fois, c'est facile de dire inspection limitée parce que c'est un petit peu exigu. C'est pour ça que je vous disais tantôt d'avoir une caméra sur une perche peut nous aider à avoir accès, surtout si de l'extérieur, on a trouvé qu'il y avait justement des risques plus élevés à ces endroits-là, basés sur la configuration du bâtiment, les matériaux qui sont en place. Ce que l'inspecteur, cependant, ne peut pas faire, OK, ou les professionnels qui sont impliqués ne peuvent pas faire, c'est qu'on ne peut pas confirmer sa présence. Hein? On peut dire que ça ressemble à de la mérule, que ça pourrait être un cas de mérule, mais tant qu'on n'a pas d'analyse de laboratoire, on ne peut pas confirmer que c'est de la mérule. C'est sûr que quand vous le voyez avec euh, son troisième stade de développement en forme de crêpe avec justement les spores, vous avez des forts doutes, mais ça ne peut pas vous ne pouvez pas confirmer que c'est ça. Il y a beaucoup de champignons qui se ressemblent et vous ne pouvez pas confirmer que c'est ça sans une analyse de laboratoire. Donc, dans votre rapport d'inspection, c'est de recommander une expertise et de faire analyser les champignons et moisissures pour connaître leur type et pour que le professionnel puisse par la suite recommander les étapes qui vont nécessiter justement la réhabilitation du bâtiment. La norme est très claire aussi à ce niveau-là, à l'intérieur de la page 38, dans les limites inhérentes à l'inspection. OK? Le professionnel ne peut pas, l'inspecteur, je devrais dire, ne peut pas conclure à la présence ou à l'absence de moisissures ou de champignons. OK? Sauf on a la responsabilité d'identifier les signes, d'identifier les éléments et de recommander une investigation, une expertise à ce niveau-là. Hein, c'est pas rare quand on est en inspection que des fois le vendeur nous dit que la dernière fois qu'il a vu ce qu'avait l'air son comble ou son vide sanitaire, c'est quand il a été fermé l'eau ou quand il a fait faire l'inspection pré-achat lui-même quand il a acheté le bâtiment. Des fois, il y a des trappes qui ont tellement bien été scellées qu'on le sait qu'il n'y a pas personne qui était là depuis un bon bout de temps. Fait que c'est pour ça que c'est les inspecteurs, la plupart du temps, qui vont trouver les indices qui permettent d'identifier la présence de mérules euh, dans les bâtiments, d'où l'importance de notre rôle. Fait que quand on voit qu'on aurait peut-être un cas de mérule, qu'on a de la présence de moisissures, de champignons, hein, c'est important de ne pas alarmer ou trop rassurer nos acheteurs ni les propriétaires si on fait du pré-vente, par exemple. Mais c'est quoi les solutions qui sont possibles quand on a un bâtiment qui est contaminé par la mérule? Hein, elle est souvent surnommée, vous devez déjà avoir entendu ça, peut-être avec un pouce dans les airs. C'est souvent appelé le cancer du bâtiment. Est-ce que plusieurs d'entre vous ont déjà entendu parler de ce terme-là? Hein, donc souvent, c'est surnommé le cancer du bâtiment, mais comme tous les cancers, souvent, on ne peut rien faire s'il est rendu au stade avancé, hein, un stade 4, mais ce n'est pas la majorité des cas. Donc, brûler la maison, hein, on voit ça des fois si vous faites des recherches sur Internet, il y en a qui disent ça, il faut brûler la maison, mais ça, c'est plus une solution acceptable, justement. Quand ils vont
détruire le bâtiment si on va jusque-là. Il y a plein de précautions qui vont être prises pour justement ne pas affecter les bâtiments adjacents. Mais ce n'est pas la seule solution qui est possible, hein, à l'intérieur d'un bâtiment. C'est vraiment une solution de dernier recours. C'est sûr que les professionnels qui vont être impliqués de faire l'investigation plus approfondie, de venir tester justement le bois, les propriétés mécaniques du bâtiment. Il y a le coût des correctifs qui est à prendre en considération, les coûts de décontamination. Hein, des fois, si ça représente une proportion beaucoup trop importante par rapport à la valeur du bâtiment, c'est correct quand on a des bâtiments qui sont peut-être plus récents ou qui n'ont pas de valeur patrimoniale. Cependant, on a beaucoup de bâtiments qui ont un caractère patrimonial. Fait que des fois, juste l'évaluation des coûts, elle ne devrait pas être le seul facteur à considérer. Les autorités municipales sont vraiment celles qui sont responsables d'accorder ou non le permis de démolition et d'encadrer les exigences qui sont liées à ce type de travaux-là également. Donc, suite à l'analyse de l'état des matériaux qui sont affectés, l'ingénieur détermine que c'est la seule avenue. Ben, c'est sûr que les bâtiments mitoyens et adjacents vont devoir être protégés aussi pour éviter la dissémination des spores et la contamination de ces bâtiments-là également. Un autre élément qu'on peut, puis il y a beaucoup d'informations que je vous mentionne là que vous pouvez retrouver en passant dans la norme BNQ 3009-610, qui est justement directement liée à la mérule pleureuse. Il est recommandé de faire ce type de travaux-là durant la période hivernale, OK, de ne jamais faire ce type de travaux lors d'une journée venteuse. Il ne faut pas oublier que quand on parle de correctif, on a bien sûr la décontamination du bâtiment, mais on a la correction des causes. On doit corriger ce qui est à la cause du développement de la mérule, donc toutes les problèmes d'humidité, de ventilation et d'étanchéité de notre enveloppe. Pourquoi en hiver? À cause de la température. Donc, la mérule va surtout croître, tantôt on en a parlé, là, entre les 5 et 26 degrés. Donc, c'est ce qui est recommandé de la période pour faire ces travaux-là. Mais on s'entend que ce n'est pas idéal non plus pour faire des travaux, par exemple, d'étanchéisation de l'enveloppe euh, dans la période hivernale. Quand il y a urgence, je suis d'accord, il y a urgence. Donc, on doit bien protéger les lieux, bien protéger les bâtiments adjacents. Le type de choses qui va être fait, par exemple, c'est justement de s'assurer que les voisins, leurs fenêtres sont toutes fermées, qu'on va venir sceller comme il faut pour être sûr que les spores ne puissent pas se propager dans les bâtiments adjacents. Hein, on va avoir aussi après ça un nettoyage des bâtiments adjacents pour venir retirer les poussières qui pourraient quand même s'être propagées avant de fermer la portion décontamination du bâtiment. Donc, la plupart des méthodes suivantes vont être utilisées ensemble. La première des choses, c'est qu'on va devoir éliminer les matériaux qui sont contaminés et mitiger les risques. Au niveau des surfaces de béton, maçonnerie, il va y avoir le brûlage des surfaces. On peut aussi injecter des produits antiparasitaires ou fongiques. Ça, c'est plus à type euh, de prévention aussi pour justement arrêter la propagation.
Bien sûr, on a la correction des causes. Et un coup qu'on a tout fait ça, là, on peut penser à la remise en état du bâtiment. L'Europe, cependant, est très, très avancée, en tout cas plus que nous, dans les solutions. En France, au Danemark, hein, il y a une technique qui est le traitement curatif à l'air chaud. À la fin de la présentation, vous avez un hyperlien pour voir justement une conférence qui a été faite, qui a été organisée par Marie-Hélène, justement, sur le sujet, où l'inventeur de cette technique, celui qui a le brevet présentement, nous présente cette technique-là, qui, il faut se dire, c'est quand même assez dispendieux. C'est une solution qui est faite sur mesure par rapport à chaque type de bâtiment. Mais c'est vraiment intéressant. C'est dans le fond de garder la température interne des matériaux à un minimum de 50 degrés Celsius pendant 16 heures, OK, qui est la température létale pour la mérule pleureuse. Ça n'a pas été testé encore ici. On a des rêves de pouvoir faire ça ici, justement, sur des maisons modèles, mais c'est un traitement curatif, ce n'est pas préventif. Hein? Je vous conseille fortement d'aller écouter la conférence qui avait été faite sur ce sujet-là. Euh, Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vu qu'en Allemagne, par exemple, il y a 17% des bâtiments dont au moins une pièce serait contaminée par la mérule. Ce qui fait qu'on ne peut pas envisager la destruction de tous ces bâtiments-là. Euh, on doit absolument trouver souvent des solutions qui sont différentes, mais c'est quand même des solutions qui peuvent être très dispendieuses. On peut trouver aussi qu'il n'y a pas de normes en ce qui a trait à la disposition de tous les matériaux contaminés, que ce soit au niveau des moisissures, d'autres types de champignons ou de la mérule pleureuse, mais sachant que les spores peuvent se propager, comme tous les autres types de moisissures, on devrait ensacher, OK, avant d'en disposer. Puis, une autre chose qui est important aussi, les études démontrent également que même si on retire juste la source d'eau, hein, la mérule peut continuer à vivre jusqu'à 100 ans. Donc, la majorité des inspecteurs en bâtiment sont des travailleurs autonomes. Hein, donc, on a la responsabilité de toujours garder nos connaissances à jour dans tous les domaines afin de bien protéger nos clients. Fait que c'est important d'avoir un bon système de réseautage aussi pour savoir qui appeler dans des situations comme ça. Et pour nous aider quand on a des cas similaires ou des situations où on se dit, ah, je suis tellement pas sûre, il faut que je vérifie. Hein, il y a des groupes Facebook pour l'aide, il y a des entreprises spécialisées au Québec dans justement la détection et l'investigation au niveau des moisissures et des champignons. C'est important de protéger vos clients, mais de protéger aussi votre responsabilité professionnelle en cas de poursuite, parce que votre prime d'assurance peut augmenter, celle de tous les inspecteurs sous la même police. Imaginez le type de réclamation qui peut arriver si, justement, euh, vous n'avez pas vu le risque, vous ne l'avez pas identifié avec votre client et ça nécessite une destruction complète du bâtiment. Il y a un programme présentement de subvention de la Société d'habitation du Québec qui est en vigueur jusqu'au 31 mars. Euh, du côté des assurances habitation, c'est pas un sinistre au sens de la loi parce que c'est pas quelque chose de soudain qui s'est produit. C'est vraiment quelque chose qui s'est développé avec le temps. Donc, les dommages ne sont pas couverts non plus sous notre police d'assurance habitation, mais surveiller les changements qui sont possibles justement dans le futur avec la Société d'habitation du Québec. Donc, la mérule n'est pas très connue, hein, on le dit au départ par les propriétaires, les futurs propriétaires, les inspecteurs, les entrepreneurs aussi en rénovation, en construction.
C'est pas un champignon qui est pathogène, qui est infectieux, ni toxique pour l'humain. La prévention, hein, des causes demeure le meilleur moyen de contrer le développement, hein, qu'on parle d'inspection régulière, de bonnes pratiques pour bien gérer l'humidité, hein, bien ventiler nos espaces clos aussi. Il y a plusieurs pistes de solutions et de bonnes pratiques qu'on retrouve justement dans les normes BNQ 3009-610 au niveau de la mérule, mais aussi 3009-600 concernant en général les moisissures. Parce que si on vient mieux gérer notre bâtiment au niveau de son humidité, de sa ventilation, bien sûr, on réduit les risques pour tous les autres types de champignons et de moisissures. Donc, il est possible aussi de décontaminer un bâtiment, hein, pas juste de détruire le bâtiment. Quand il y a présence de mérules, on doit porter une attention particulière aux endroits à risque, ventilation, humidité, luminosité, hein, détecteur d'humidité avec vous, la perche tantôt pour votre caméra pour aller le plus loin possible. Euh, donc, quand on parle de détecteur d'humidité sur le bois, on parle de celui qui rentre à l'intérieur du bois, notre pic pour vérifier l'état de santé structurale de notre bois également. Recommandez toujours une analyse plus approfondie ou une expertise, peu importe son stade de croissance, hein, avec la norme. Aussitôt que vous voyez des signes de moisissure ou de champignons, on va venir suggérer de faire une analyse plus approfondie, tout dépendant qu'est-ce que vous observez, bien sûr. Et partager nos connaissances, partager des exemples, aller chercher le plus d'informations, travailler en équipe avec les entrepreneurs en rénovation, en isolation, partager nos informations. C'est la meilleure façon aussi de protéger nos clients et de nous protéger nous aussi. Hein? Probablement qu'il y a certains d'entre vous qui vont peut-être aller faire un tour dans le vide sanitaire ou dans le comble de façon différente qu'ils le faisaient dans le passé. Stéphanie, je vois qu'elle pose une question. Est-ce que le sujet de la mérule fait partie intégrante des formations aux futurs inspecteurs? C'est, on parle de champignons et de moisissures en général. La mérule, c'est un des éléments. Moi, personnellement, justement, avec cette petite présentation-là, on va justement l'intégrer dans nos cours pour avoir plus d'informations, que ça soit plus spécifique en tant que formation. Euh, Quand j'ai suivi ma formation d'inspecteur en bâtiment, elle était dans la formation, peut-être pas dans ce niveau de détail-là, mais faut pas s'attendre que nos inspecteurs en bâtiment qui sortent de l'école aient toutes les connaissances non plus. On touche à plusieurs sujets pour les introduire à ce sujet-là, justement. Il y en a tellement. Ça reste que c'est des généralistes, ce ne sont pas des spécialistes dans chacun des domaines. Donc, tous les documents, les références que je vous mets ici, OK, ce sont des documents qui sont gratuits. Je vous ai mis les hyperliens. Donc, quand vous allez recevoir la présentation, si vous cliquez dessus, vous allez avoir accès à ces informations-là. Donc, on parle de, par exemple, la norme BNQ 3009-600, qui est la contamination des habitations par les moisissures. BNQ 3009-610, contamination des bâtiments par la mérule. L'inspection d'un bâtiment d'habitation 3009-500. À l'intérieur de des deux premières normes, je vous ai mis aussi les éléments des annexes qui sont super intéressantes, autant pour surtout pour les propriétaires de bâtiments, les inspecteurs en bâtiment aussi, que ce soit les bonnes pratiques pour la gestion de l'humidité dans les bâtiments, l'annexe H,
ou les caractéristiques du bâtiment qui favorisent la croissance de mes rôles pour porter une attention plus particulière lors de l'inspection, l'annexe G, la vidéo qui explique le fameux traitement curatif par air chaud. On a aussi le site euh, du INSPQ avec beaucoup de documents sur les moisissures, donc tous les documents qui ont été par l'Institut national de santé publique du Québec qui sont en lien avec les moisissures et les champignons. Vous avez ça sur ce site-là. Ils ont refait leur site justement dernièrement. La Société d'habitation du Québec, ils ont fait un rapport d'état sur la situation sur la mérule pleureuse. Et vous pouvez aussi retrouver certaines informations et liens à travers la Régie du bâtiment du Québec. Ils ont une section spécifique pour les consommateurs qui s'appelle Problèmes avec votre résidence. Et là, je vais aller dans la période de questions. Marie-Hélène, peut-être je vais te laisser mettre un petit mot à ce niveau-là. Oui, ben, juste avant de lancer la période de questions, j'ajouterais peut-être un complément quand on a parlé des démolitions. Oui, On a fait référence à la norme BNQ qui, à la fin, a fait l'exemple de la Ville de Montréal sur la procédure de démolition. Puis, l'idée de mettre ça en hiver, ça vient de là, à la base. C'est la Ville de Montréal qui avait réfléchi et s'était dit qu'en hiver, bon, oui, on a l'aspect température, le champignon est moins en période de croissance, donc ça, c'est génial. Et l'autre aspect, c'est que s'il y a diffusion de spores dans l'air, les spores vont tomber sur la neige. Au printemps, il y a la fonte et ça s'en va vers la canalisation. Donc, on ne les laisse pas présents dans l'environnement voisin. C'est sûr que peut-être certaines petites municipalités ont, mais c'est pas toutes les municipalités qui ont ce système de canalisation-là. Donc, cette idée-là n'est peut-être pas optimale pour les petites municipalités, mais quand on est en ville, là, vraiment, ça peut être de quoi retenir. On avait quelqu'un qui disait là, quand il y a urgence, il y a urgence. C'est vrai. Ce qu'on a vu aussi au Québec à travers les dernières années, là, les gens qui démolissaient en été le faisaient un jour de pluie, justement pour amener les spores vers le sol. Après ça, on ramasse le tas de débris et on met ça dans les sacs, donc ça part au lieu d'enfouissement technique. Par contre, la pluie, c'est un petit peu plus difficile à contrôler. La, la- la journée, le vent et la quantité de pluie, ça varie selon les heures. Donc, ça rajoute du défi, honnêtement. Et pour contrer ça, on en a vu qui ont procédé à un léger arrosage. Donc, ça peut venir réduire la dispersion des spores dans l'air. Par contre, on sait que c'est pas efficace à 100%, là, mais on fait des efforts pour diminuer ça. Fait que voilà, c'est ce que je voulais apporter comme complément. Et oui, plongeons dans la période de questions. Il y en a quand même quelques-unes qui sont entrées depuis. Il y avait Alexandre qui posait une question d'un étudiant en inspection. Je peux la lire, dans le fond, allons-y comme ça. Lorsqu'on mentionne qu'il y a possibilité de présence de mérules pleureuses, est-ce à nous de proposer un expert à notre client? Et est-ce qu'il y a une cote pour la référence qu'on peut demander? Est-ce qu'on peut le mettre sur notre devis sans avoir les responsabilités qui est propre à l'expert? Alors, Isabelle. ça, il faut faire attention maintenant avec le règlement justement sur l'encadrement des inspecteurs en bâtiment, le fameux REIBH. On a justement un article à l'intérieur du règlement qui nous interdit de recommander un expert en particulier. Donc, on peut référer justement notre client à plusieurs experts, sauf faites attention justement vous n'avez pas le droit de vous placer en conflit d'intérêts, qui est un autre article à l'intérieur du règlement sur les inspecteurs en bâtiment d'habitation. Euh, votre client
doit faire ses propres recherches. C'est toujours recommandé que ça soit à travers une entreprise qui n'a pas de service à offrir. Hein. La pire des choses, c'est de faire affaire avec un spécialiste qui fait ses propres analyses en laboratoire et puis après ça, pourrait fausser les résultats et vendre son service de décontamination. On l'a vu, plusieurs histoires d'horreur dans le passé sur le sujet. Donc, toujours faire affaire avec un spécialiste qui est neutre, qui va faire l'analyse de façon complètement objective pour justement éviter le conflit d'intérêts et éviter des frais additionnels qui ne sont pas nécessaires pour votre client. Est-ce qu'on a d'autres questions? Des gens qui voudraient les poser de vive voix? On peut y aller aussi de cette façon-là, là, sans passer par le chat. Il y a Stéphanie qui disait que tous les concepts de proximité de bâtiment, oui, il faut vraiment faire attention à ça. C'est ce qui peut augmenter les coûts au niveau de la décontamination aussi. Donc, toute la protection des bâtiments voisins, bâtiments adjacents, mitoyens. Des fois, ça peut arriver que la mérule s'est propagée d'un autre bâtiment. Donc, c'est recommandé de faire la décontamination de tous les bâtiments qui sont affectés en même temps hein, pour ne pas avoir à refaire les mêmes procédures de protection des lieux plusieurs fois. Et Martin, Philippe, les inspections au Québec, c'est fait avant la vente. Donc, c'est une condition souvent de l'offre d'achat de l'acheteur qui va justement dire, je vous fais cette promesse d'achat-là, mais c'est conditionnel à l'inspection du bâtiment avec l'expert que moi, j'ai choisi. On a aussi une question qui est arrivée là, plus tôt dans la présentation qui, en fait, demande si on est capable de dater une mérule présente dans le bâtiment. Ça, je vais te laisser, Marie-Hélène, répondre à cette question-là. Je vous dirais que j'ai pas recherché ce sujet-là, mais je pense que Marie-Hélène est plus adaptée que moi pour répondre à cette question-là, ayant elle-même été affectée, je crois, par la mérule dans le passé. Oui, puis on a des microbiologistes là, dans la salle qui pourront compléter mes dires. Mais normalement, on est capable de savoir les taux de croissance de la mérule, mais c'est très théorique parce que c'est dans un environnement optimal. Donc, savoir, selon l'étendue du champignon, depuis combien de temps il est là, c'est difficile parce que peut-être que ça n'a pas toujours été des conditions de croissance idéales et que le champignon progressait plus vite. Donc, vraiment au niveau de la jurisprudence, là, pas jurisprudence, mais au niveau en cas de procès, ça reste toujours un élément qui est pratiquement difficile à déterminer. Là. Les gens ne peuvent pas se baser sur ça parce qu'on n'est jamais certain à 100% du moment où est arrivé le champignon, comment et depuis combien de temps. Oui, parce qu'on parlait d'un taux de croissance de 1 à 4 mètres par année. Donc, est-ce qu'il y avait plus de conditions favorables justement pendant une période de temps? Est-ce qu'on a fait des modifications au bâtiment? Est-ce que c'était là avant qu'on fasse les modifications du bâtiment? Est-ce qu'il y a eu du camouflage? C'est très, très, très difficile à déterminer ça aussi à ce niveau-là. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a peut-être fait le tour. Si vous en avez d'autres, de toute façon, n'hésitez pas là, à nous les écrire. Nous, au Québec, il n'y a aucune entreprise qui offre ce traitement-là encore, à ma connaissance. OK. Donc, ces étapes-là n'ont jamais été réalisées encore. 14h33, on a dépassé d'un petit 3 minutes. Donc, je pense qu'on a fait le tour de l'activité. N'hésitez pas, comme je disais, là, à nous écrire. Moi, je peux faire le pont. Là, Mérule Québec est là pour faire le pont entre les propriétaires, les intervenants. On peut relayer, trouver les réponses pour vous. Donc, contactez-nous. On est un OBNL et on essaie justement de faire connaître la problématique. Donc, je vais remercier énormément Isabelle Fleury d'avoir accepté notre proposition aujourd'hui et d'avoir pris le temps de monter cette activité.